En 1943, pendant que les armées alliées se battent, en Afrique du Nord et en Italie, pendant que les usines britanniques tournent à plein régime pour alimenter la guerre contre Hitler, une province de l'Empire britannique meurt de faim. Pas à cause d'une sécheresse, pas à cause d'une inondation, pas à cause d'une défaillance des récoltes. Le Bengale, en 1943, produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. Il meurt de faim à cause d'une série de décisions administratives, logistiques et politiques prises à Londres et à New Delhi. Des décisions qui, prises ensemble, ont transformé une pénurie gérable en catastrophe de masse. 3 millions de personnes mourront, peut-être plus. Les chiffres varient selon les sources, selon les méthodes de calcul, selon les angles politiques de ceux qui les produisent. Mais sur un point, toutes les estimations sérieuses s'accordent. La mort de masse au Bengale, en 1943, n'était pas une fatalité naturelle. C'était le résultat d'un système, un système colonial, militaire, bureaucratique, qui a alloué des ressources selon une hiérarchie dans laquelle les Bengalis figuraient en dernière position. Ce n'est pas l'histoire d'un monstre, c'est l'histoire d'un système qui a fonctionné exactement comme il était conçu pour fonctionner et qui a tué 3 millions de personnes en le faisant. Le Bengale, de 1943, est l'une des régions les plus densément peuplées du monde. 60 millions d'habitants entassés dans un delta fluvial d'une fertilité extraordinaire, le delta du Gange et du Brahmapoutre, dont les limons déposés par des millénaires de crues ont créé l'une des terres agricoles les plus productives d'Asie. La riziculture bengali nourrit non seulement la province elle-même, mais contribue aux exportations alimentaires de l'Empire britannique depuis des générations. La structure économique du Bengale est celle d'une colonie classique. Les terres appartiennent en majorité à une classe de propriétaires fonciers, les amindars, dont beaucoup sont absents, vivant en ville pendant que des métayers cultivent leurs terres selon des contrats défavorables qui laissent les paysans avec des marges de survie minces. Les marchands et intermédiaires qui contrôlent le commerce du riz, les mahajans, fixent les prix, stockent les réserves et distribuent le grain selon une logique de profit qui n'a aucun rapport avec les besoins alimentaires de la population. Ce système est fragile. Il fonctionne à peu près correctement en temps normal. Les surplus des bonnes années compensent les déficits des mauvaises. Les réseaux commerciaux distribuent l'alimentation là où elle est nécessaire. Et les famines, bien que sporadiques, restent localisées. Mais ce système repose sur plusieurs conditions implicites. La liberté de circulation des denrées, la stabilité des prix et l'absence de chocs externes majeurs. En 1942 et 1943, toutes ces conditions disparaissent simultanément. Le premier choc est militaire. En décembre 1941, le Japon entre en guerre. En février 1942, Singapour tombe, la plus grande capitulation militaire de l'histoire britannique. 88 000 soldats rendus à une armée japonaise, 2 fois moins nombreuse. En mars, la Birmanie est envahie. Les armées japonaises s'approchent de la frontière bengali. L'invasion du Bengale semble imminente. Le deuxième choc est économique. En réponse à la menace d'invasion, les autorités britanniques lancent une série de politiques de terre brûlée dans les districts côtiers du Bengale, des mesures destinées à priver une éventuelle armée japonaise de ressources. Des dizaines de milliers de bateaux de pêche et de transport fluvial sont confisqués ou détruits. Ces embarcations ne servaient pas seulement à la guerre. Elles constituaient le réseau logistique primaire par lequel le riz circulait entre les districts producteurs et les zones de consommation. En les détruisant, les autorités britanniques détruisent de l'infrastructure de distribution alimentaire de la province. Le troisième choc est naturel, mais limité. En octobre 1942, un cyclone frappe la côte bengali, détruisant une partie des récoltes dans les districts affectés. La destruction est réelle, mais pas catastrophique. Elle représente environ 10% de la production rizicole normale de la province. Une perte gérable dans des conditions normales. Une perte qui devient critique quand elle s'ajoute aux 2 chocs précédents. Et le quatrième choc, celui qui transforme la crise en catastrophe, vient de Londres. En 1942, la Grande-Bretagne est en guerre sur plusieurs fronts simultanément. Elle nourrit ses propres civils sous rationnement strict. Elle ravitaille ses armées en Afrique du Nord,
au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Elle fournit de l'aide alimentaire à ses alliés et elle gère les approvisionnements d'un empire mondial dont les flux de ressources sont constamment perturbés par les sous-marins allemands et japonais. Dans ce contexte, le War Cabinet, le cabinet de guerre présidé par Winston Churchill, prend une série de décisions concernant les allocations alimentaires de l'Empire. Ces décisions obéissent à une logique simple. Les ressources alimentaires disponibles doivent être allouées en priorité aux théâtres d'opérations militaires actifs et aux populations qui contribuent directement à l'effort de guerre. Le Bengale, dans cette hiérarchie, n'est pas un théâtre d'opérations militaires primaires. C'est un arrière. Ses habitants civils ne combattent pas. Ils ne produisent pas d'armement. Ils ne pilotent pas de bombardiers. Dans la logique d'allocation de guerre, ils passent après. La politique concrète prend plusieurs formes. Premièrement, le blé importé des dominions, Australie, Canada, qui aurait pu être redirigé vers l'Inde, est maintenu en Grande-Bretagne ou envoyé vers d'autres théâtres. Des navires qui auraient pu transporter des céréales vers le Bengale sont affectés à d'autres routes. La capacité de transport maritime est une ressource rare en temps de guerre, et la bureaucratie de guerre la distribue selon ses propres priorités. Deuxièmement, le gouvernement britannique de l'Inde, avec l'approbation implicite de Londres, maintient des politiques d'approvisionnement prioritaires pour Calcutta et pour les troupes militaires stationnées au Bengale. La ville de Calcutta, centre industriel et administratif de l'Inde britannique, et les garnisons militaires qui la défendent doivent être ravitaillées en priorité. Le riz de la campagne bengali est canalisé vers ses destinations prioritaires. Troisièmement, et c'est l'élément le plus dévastateur, une politique d'embargo est imposée entre les provinces indiennes. Le Bihar, le Punjab, d'autres provinces productrices de céréales ne peuvent pas exporter librement vers le Bengale. Les autorités coloniales craignent que la libre circulation des denrées n'aggrave les pénuries dans les provinces exportatrices. Le résultat est inverse. Le Bengale affamé ne peut pas accéder au surplus disponible dans le reste de l'Inde. Le marché, lui, réagit instantanément. Les marchands et spéculateurs bengalis, sentant la pénurie, commencent à acheter et stocker le riz disponible, un comportement économiquement rationnel pour des individus, mais collectivement catastrophique. Les prix du riz s'envolent. En quelques mois, le prix d'un mande de riz, environ 37 kg, passe de quelques roupies à des sommets que les journaliers agricoles, les pêcheurs, les artisans et les petits commerçants ne peuvent absolument pas atteindre. La famine n'est pas une pénurie physique de nourriture. C'est une pénurie de pouvoir d'achat face à des prix qui ont quitté l'atmosphère. Au printemps et à l'été 1943, des centaines de milliers de Bengalis commencent à affluer vers Calcutta. Ils viennent des campagnes, des districts côtiers, des villages du delta. Ils portent leurs enfants. Ils poussent des charrettes avec leurs derniers biens. Beaucoup n'ont plus rien à porter. Ils viennent parce que la rumeur dit que Calcutta a de la nourriture. La rumeur est vraie. Calcutta en a. Pas pour eux. Les rues de Calcutta se couvrent de mourants. Des familles entières s'effondrent sur les trottoirs. Des enfants séparés de leurs parents errent dans les marchés en cherchant des restes. Des corps restent plusieurs jours dans les rues avant d'être ramassés. Les hôpitaux sont débordés. Les morgues sont débordées. Les fosses communes se creusent à la périphérie de la ville. La famine tue de plusieurs manières simultanées. La faim directe d'abord, la mort lente par épuisement des réserves corporelles, qui prend des semaines et s'accompagne d'œdème, de cécité, de démence progressive. Mais aussi et surtout les maladies opportunistes que la malnutrition rend létales. Le choléra, la dysenterie, le paludisme frappent des corps sans défense immunitaire. En 1943, le choléra seul tue des centaines de milliers de personnes au Bengale. Non parce que le choléra est incontrôlable, mais parce que des corps affaiblis par la famine n'ont aucune résistance. Les statistiques démographiques ultérieures, calculées par l'économiste Amartya Sen et d'autres, suggèrent que la surmortalité bengali de 1943 à 1944 dépasse 2,1 millions de personnes selon les estimations conservatrices et approche ou dépasse 3 millions selon les estimations les plus larges.
Certains chercheurs avancent des chiffres encore plus élevés. Ce que ces chiffres ne mesurent manchant pas, c'est la désintégration sociale. Des familles vendent leurs enfants pour acheter de la nourriture, une transaction qui sauve parfois l'enfant et tue les parents de honte et d'épuisement. Des femmes se prostituent pour survivre. Des hommes abandonnent leur village et ne reviennent jamais. Des structures sociales qui avaient tenu pendant des générations, les réseaux de solidarité de caste, les obligations de village, les liens de famille étendus, se fracturent sous la pression de la survie individuelle. La famine ne détruit pas seulement des corps, elle détruit le tissu social de communautés entières. Le vice-roi des Indes, Lord Linlithgow, puis son successeur, Lord Wavell, envoient à Londres des câbles de plus en plus alarmants tout au long de 1943. Les rapports sont clairs. La famine est réelle, elle est grave, elle tue des centaines de milliers de personnes et elle peut être atténuée si des importations de céréales suffisantes sont approuvées et des navires alloués au transport. Ces demandes remontent jusqu'au War Cabinet. Elles sont discutées et elles sont, dans leur grande majorité, rejetées ou différées. Les raisons avancées sont multiples et, prises individuellement, chacune a une cohérence administrative. Les navires disponibles sont nécessaires ailleurs. Les opérations militaires en cours ont la priorité. L'Australie peut fournir du blé, mais le transport pose des problèmes logistiques. Les stocks britanniques en Europe doivent être maintenus à un certain niveau. Les autres demandes d'aide alimentaire, de Ceylan, du Moyen-Orient, des troupes en Asie du Sud-Est sont également urgentes. Ce qui est documenté, c'est que Churchill s'oppose personnellement et avec constance aux demandes d'importation alimentaire pour le Bengale. Ses commentaires sur les télégrammes de Wavell sont connus, des remarques qui expriment une indifférence explicite au sort des Bengalis, parfois une hostilité. Il interroge pourquoi Gandhi n'est pas encore mort si la famine est aussi grave qu'on le dit. Il note que les Indiens se reproduisent comme des lapins et que leur famine ne mérite pas le détournement de ressources de guerre précieuses. Ces citations sont réelles. Elles figurent dans les archives du cabinet de guerre britannique. Elles ne font pas de Churchill un génocidaire au sens juridique du terme. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une bureaucratie de guerre qui prenait des décisions d'allocation similaires chaque jour sur des dizaines de sujets. Mais elles révèlent quelque chose d'important. Au sommet de la hiérarchie qui décidait des allocations alimentaires, la vie des Bengalis n'était pas une priorité. Elle n'était pas même vraiment une préoccupation. La Grande-Bretagne, pendant la famine du Bengale de 1943, continue d'exporter des céréales depuis l'Inde. Pas du Bengale directement, mais du sous-continent indien vers d'autres parties de l'Empire. Le flux de ressources alimentaires continue de quitter l'Inde pendant que le Bengale meurt de faim. Les archives montrent que des délégués indiens soulèvent cette contradiction dans des réunions administratives. Leurs objections sont notées et écartées. Ce n'est pas un complot. C'est pire, c'est un système qui fonctionne normalement. En 1981, l'économiste indien Amartya Sen publie Poverty and Famine, un travail qui révolutionne la compréhension économique des famines. Sa thèse centrale est simple et dévastatrice. Les famines ne sont pas causées par un manque de nourriture. Elles sont causées par un manque d'accès à la nourriture. Sen analyse la famine du Bengale de 1943 avec une précision statistique que les contemporains de la catastrophe n'avaient pas les outils pour atteindre. Ces conclusions confirment ce que certains observateurs avaient pressenti en temps réel. En 1943, le Bengale produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. La production rizicole de 1943 est inférieure à la moyenne des années précédentes à cause du cyclone, de la maladie des plants, de la désorganisation liée à la guerre. Mais cette infériorité ne représente pas un déficit alimentaire absolu. Ce qui tue 3 millions de Bengalis, c'est l'effondrement de leur entitlement, le terme technique de Sen pour désigner la capacité d'un individu à accéder légalement à la nourriture disponible dans son environnement. Les journaliers agricoles voient leurs salaires stagner pendant que le prix du riz s'envole. Les artisans dont la clientèle s'est effondrée avec la guerre n'ont plus de revenus pour acheter à manger. Les pêcheurs dont les bateaux ont été confisqués n'ont plus ni moyen de produire leur propre alimentation, ni revenus pour en acheter.
Les réfugiés qui ont fui les zones côtières ont tout perdu. Dans tous ces cas, il n'y a pas absence de riz dans la province. Il y a absence de capacité à y accéder. Le riz existe dans les entrepôts des marchands, dans les greniers des propriétaires et fonciers, dans les stocks militaires de Calcutta. Mais ces prix ont atteint des niveaux que les pauvres ne peuvent ne pas payer. Et aucun mécanisme de redistribution, rationnement, contrôle des prix, aide alimentaire gouvernementale n'est mis en place suffisamment tôt pour corriger ce dysfonctionnement. Le travail de Sen transforme durablement la manière dont les économistes et les décideurs comprennent les famines. Il démontre, avec des données, que personne ne peut contester que les démocraties ne font pas de famine, non pas parce que les gouvernements démocratiques sont nécessairement plus compétents ou plus vertueux, mais parce que la presse libre et les élections forcent les gouvernements à répondre aux crises alimentaires sous peine de sanctions politiques. Le Bengale de 1943 n'est pas une démocratie, c'est une colonie. Ses habitants ne votent pas pour ceux qui décident de leurs allocations alimentaires. Ces journaux sont soumis à la censure militaire, une censure qui interdit explicitement de rapporter l'ampleur de la famine pendant des mois, de peur de démoraliser les troupes et d'alimenter la propagande japonaise. Les rares reporters qui tentent de couvrir la catastrophe se heurtent à des restrictions qui limitent ce qu'ils peuvent publier et distribuer. L'absence de démocratie et l'absence de presse libre sont deux des conditions qui permettent à la famine de tuer à cette échelle sans générer de corrections politiques suffisamment rapides. Ce n'est qu'en octobre 1943 que Lord Wavell, nouveau vice-roi des Indes, prend des mesures militaires directes pour distribuer de la nourriture dans les districts affectés. L'armée britannique est déployée pour organiser des distributions d'urgence, construire des cuisines de rue, acheminer du riz dans les zones les plus touchées. Cette réponse fonctionne. En quelques mois, la mortalité de masse commence à reculer. La famine, au sens de mort de masse généralisée, prend fin au début de 1944. Ce calendrier démontre quelque chose d'important. Les ressources pour répondre à la crise existaient. L'armée britannique en Inde avait les capacités logistiques pour distribuer de la nourriture dans tout le Bengale. Ces capacités n'avaient pas été mobilisées pendant les mois où la mortalité était au plus haut, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que la priorité n'avait pas été donnée à les mobiliser. La réponse tardive révèle aussi la structure d'information de l'Empire colonial. Wavell, arrivé au poste de vice-roi en octobre 1943, est choqué par ce qu'il trouve. Il écrit à Churchill des câbles d'une urgence que ses prédécesseurs n'avaient pas atteinte, et il obtient finalement une approbation partielle pour des importations d'urgence. Mais il lui faut des mois pour convaincre Londres, et les importations approuvées sont encore inférieures à ce que les autorités locales jugent nécessaire. En Grande-Bretagne même, la connaissance publique de la famine reste limitée pendant toute sa durée. La censure militaire impose des restrictions sur la couverture journalistique. Ce n'est qu'en août 1943, plusieurs mois après le début de la mort de masse, que les journaux britanniques commencent à publier des reportages substantiels sur la catastrophe, et encore avec des limitations imposées par les autorités. L'opinion publique britannique, mobilisée par la guerre, absorbée par ses propres difficultés, informée de manière incomplète et tardive, ne génère pas la pression politique qui aurait pu forcer une réponse plus rapide. La famine du Bengale de 1943 tue en silence, dans l'angle mort d'un empire en guerre qui regarde ailleurs. La famine du Bengale n'est pas un accident. Elle n'est pas non plus un génocide délibéré, au sens d'une intention organisée d'exterminer une population. Elle se situe dans un espace que les catégories morales habituelles peinent à nommer, la mort de masse comme conséquence d'un système d'allocation de ressources qui traitait la vie de certaines populations comme une variable secondaire. Ce système s'appelait l'Empire colonial britannique. Il avait ses propres logiques, ses propres priorités, ses propres hiérarchies de valeurs. En 1943, ces logiques placèrent la victoire militaire contre l'Allemagne nazie et le Japon impérial au sommet de toutes les priorités. Elles plaçaient dans le ravitaillement des populations européennes alliées et neutres à un niveau élevé. Et elles plaçaient la vie des civils bengalis, non combattants, coloniaux, économiquement vulnérables,
politiquement sans voix, à un niveau suffisamment bas pour que leur mort de masse ne génère pas de correction systémique suffisamment rapide. Cette hiérarchie n'a pas été formulée explicitement dans un document. Personne n'a signé un ordre disant « laissez mourir les Bengalis ». Ce qui s'est passé est à la fois plus banal et plus révélateur. Des décisions d'allocation de ressources ont été prises selon des critères qui excluaient systématiquement le bien-être bengali des calculs qui comptaient. Et 3 millions de personnes en sont mortes. Amartya Sen recevra le prix Nobel d'économie en 1998, en partie pour avoir démontré avec une précision mathématique ce que les morts du Bengale avaient prouvé par leur mort, que les famines ne sont pas des catastrophes naturelles. Elles sont des catastrophes politiques. Elles arrivent quand des systèmes de pouvoir décident explicitement ou par négligence organisée que certaines vies valent moins que d'autres. La récolte de riz du Bengale en 1943 n'était pas assez mauvaise pour tuer 3 millions de personnes. Les décisions prises à Londres et à New Delhi l'étaient.